et polluantes, prenons par exemple les carburants, et passer vers les énergies inépuisables et non polluantes, qui sont les énergies renouvelables. Ici aussi, je reprends. Parmi les solutions préconisées pour lutter contre le réchauffement climatique, nous devons user de la transition, c'est-à-dire des énergies inépuisables et non polluantes, qui sont des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, donc, c'est quoi? Ce sont des énergies inépuisables, veut dire qui ne se terminent pas. Parce que pour votre information, le pétrole d'ici 2050 va s'épuiser dans le monde. C'est comme ça, il faut chercher déjà des alternatives qui sont d'ailleurs déjà trouvées. Et je suis très content ici de voir Maman Julie Farr qui utilise déjà une des énergies renouvelables. C'est en utilisant l'énergie photovoltaïque, qu'on appelle les panneaux solaires. C'est parmi les énergies renouvelables. Les gaz à effet de serre. Or, parmi les solutions, nous avons dit la première solution, c'est l'atténuation. Cela veut dire nous devons chercher par tous les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre en utilisant les énergies. Il faut une transition. Nous devons faire un abandon progressif. Cet abandon-là progressif. Les énergies renouvelables, je disais, sont des énergies inépuisables et pas polluantes. Exemple, je cite, l'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique veut dire dont la source est l'eau. Tel qu'à Inga, nous produisons de l'électricité. Grâce à quoi? Nous produisons de l'électricité grâce à l'eau. L'eau, c'est une source d'énergie renouvelable. Et cette énergie-là s'appelle énergie hydraulique. C'est grâce à cette énergie-là que nous produisons les courants à Inga. Parce que nous savons qu'avec ces principes physiques, qui dit l'eau qui coule ou qui tombe à une certaine hauteur a de l'énergie. C'est cette énergie-là qu'on utilise pour faire tourner les turbines. Et les turbines, à leur tour, font fonctionner les alternateurs qui produisent du courant. Vous voyez que cette manière-là de produire du courant n'est pas polluante. Ce sont là les manières ou bien les façons de produire du courant qui sont tout à fait encouragées par les programmes des Nations Unies pour l'environnement. Et ces types d'énergie-là sont appelés les énergies renouvelables. Parmi les énergies renouvelables, nous avons déjà cité l'énergie hydraulique, dont la source est l'eau. Et nous avons l'énergie éolienne. L'énergie éolienne qui provient de l'air. L'air, il y en aura toujours, ça ne va pas épuiser comme le pétrole. Le pétrole va épuiser et il est tenté de polluer. Tandis que les énergies telles que l'énergie éolienne, l'air sera toujours avec nous ici et va continuer à tourner ce qu'on appelait les moulins. Et ces moulins-là, en tournant, ils entraînent les turbines. Et ça peut produire du courant. L'énergie solaire, l'énergie provenant du soleil, dont la source est le soleil. Ce que je venais de dire, c'est par les systèmes de photovoltaïque. Photo veut dire lumière, voltaïque veut dire courant. Donc il donne du courant à partir de l'énergie solaire. Et ce type-là d'énergie, ce sont des énergies qui ne vont pas s'épuiser parce que le soleil sera toujours là. L'énergie géothermique. La terre ferme à une certaine profondeur renferme d'énormes chaleurs qu'on peut utiliser, la chaleur de la terre qu'on peut utiliser pour faire tourner aussi les barrages thermiques. Il y a l'énergie marémotrice. Les courants marins des océans peuvent aussi être des sources d'énergie renouvelables. Ils peuvent tourner les hélices et ces hélices-là entraînent les turbines et ça produit du courant. Mais certains de ces énergies renouvelables ne sont pas encore au point. Là aussi c'est vrai. Parce qu'on ne pouvait pas repasser avec les panneaux solaires. Là il y a encore à faire. Je vous invite, ici on avait prévu la projection d'une vidéo pour vous faire savoir ce que c'est les énergies renouvelables en bonne et due forme. Malheureusement, nous n'avons pas eu la vidéo projecteur. Demander au pays, parmi les solutions, nous avons dit que nous devons utiliser la transition énergétique en utilisant les énergies renouvelables. Une autre solution, on doit demander aux pays pollueurs tels que la Chine et les États-Unis
de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, ils ne sont pas prêts parce que ceci a de l'impact sur leurs économies. 4. Demander aux pays pauvres de garder intactes leurs forêts, considérées comme les poumons du monde, qui séquestrent des milliers de tonnes de CO2 par an. Or, ils vivent aussi de leurs forêts. Je vais un peu m'expliquer ici. Nous avons dit parmi les solutions, il y a l'atténuation. L'atténuation, cela veut dire que nous devons chercher par tous les moyens de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Or, les grands pollueurs dans le monde sont les pays industrialisés. Ici, nous respirons bien. Mais allez aux États-Unis, New York, Kumisaka, mais allez au Japon, vous allez sentir que vous avez du mal à respirer. Parce que la ville est polluée par des usines. Les grands pollueurs sont, au numéro 1, il y a la Chine et il y a les États-Unis, au numéro 2. Mais ces pays-là sont des pays très forts, militairement, économiquement. Nous devons leur demander de réduire les émissions à gaz à effet de serre. Cela veut dire que nous allons les demander à faire une décroissance bâtique à produire pour qu'ils ferment certaines usines. Or, il y aura perte d'emploi, l'économie va un peu baisser, tout ça. Et aussi, avec leurs forces, ils ne veulent pas. Ils nous demandent, nous les pays pauvres, de garder intactes nos forêts, telles que nous, qui avons eu la chance au Congo d'avoir la forêt équatoriale, et au Brésil d'avoir la forêt d'Amazon. Les deux forêts-là sont considérées comme les poumons du monde. Parce que le CO2 qui pollue la nature peut être séquestré par les arbres que nous plantons, ou bien par nos forêts. Ils nous demandent de garder nos forêts intactes. Mais c'est comme ça qu'il y a paradoxe entre les pays riches et les pays pauvres. Et ces paradoxes-là, on dit demander aux pays pauvres de garder intactes leurs forêts considérées comme les poumons du monde qui séquestrent des milliers de tonnes de CO2 par an. Or, ils vivent aussi de leurs forêts. Toi qui pollues là-bas, tu me demandes, moi pauvre, de kotika pour ça la makala. Ou bien kotika koteka mambaya. Et ce paradoxe a fait que les nations puissent se réunir en vue de dégager l'équivoque. Et les pays se sont réunis pour enlever cette dichotomie. Ainsi, plusieurs rencontres ont eu lieu. Citons, 1. Le premier sommet, c'était le sommet de Rio, en 1992, qui a réuni 193 pays pour faire un état des lieux de la planète sur un champ très large de domaines, forêt, mer, éducation, santé, pauvreté, et a abouti à la signature de 12 documents, dont le plus essentiel est la Convention cadre sur le changement climatique. C'est le document de base. Après Rio, les États se sont aussi rencontrés à Kyoto pour signer ce qu'on appelle le protocole de Kyoto en 1997. Ce protocole avait pour objet de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre et atteindre une réduction de 5%. Ce protocole n'a pas été signé par les États-Unis et la Chine, qui sont pourtant des grands pollueurs. La conférence de Copenhague, qui a fixé la réduction à 2 degrés Celsius, la hausse des températures, mais sans fixer un seuil quant à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Parce que nous avons déjà dit ici, la Terre, la planète, sa température moyenne, c'est 15 degrés. Et ça ne peut pas changer. Mais aujourd'hui, nous sommes à 0,85 de surplus. C'est ce qui fait qu'on ait aujourd'hui peu de pluie, beaucoup de pluie dans d'autres régions, de cette perturbation-là du climat, due au réchauffement climatique. On a voulu réduire cette augmentation de la température à 2 degrés d'ici 2100. C'était l'objectif de la conférence de Copenhague. Mais rien n'a abouti. La conférence de Paris, je crois en 2015, il y a eu la COP 21. La conférence de Paris, ce n'est pas la conférence de la COP, conférence de Paris, non, c'est conférence des partis. Je veux dire, les pays qui sont considérés comme des partis se sont réunis à Paris pour cette fois-ci signer un accord contraignant sur le climat.
visant à réduire la température à 1,5 degré Celsius et la création d'un fonds vert de 100 milliards de dollars. Je l'avais déjà dit, il faut qu'il y ait l'échange entre les pays pauvres et les pays riches, je veux dire les pays polluants et les pays pollueurs et les pays non pollueurs. Il faut qu'il y ait un échange des fonds. Ces pays qui polluent doivent mettre sur pied un montant qu'ils doivent en principe remettre en échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre entre les pays pauvres et les pays riches. Mais jusque-là, il n'y a pas encore d'accord global suite au manque de bonne volonté politique, suite aussi au complexe de supériorité des pollueurs, au manque d'instruments juridiques contraignants. Vous allez imposer aux États-Unis de réduire les émissions de gaz à effet de serre, je ne sais pas par quel moyen. Et pour votre information, les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris le 1er juin. M. Donald Trump, qui est le président des États-Unis, il a dit non à l'application de l'accord de Paris qui contraignait les États-Unis à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Qui dit réduction de gaz à effet de serre dit à la décroissance de l'économie des États-Unis. Et il a refusé catégoriquement. Il dit, j'ai signé mais je ne vais pas ratifier. Toutes ces rencontres ont eu pour objectif d'établir un équilibre selon lequel les grands pollueurs qui veulent garder leur standing doivent en compensation des fonds aux pays qui regorgent de grandes forêts, tels que le Brésil et le RDC. Et le RD Congo, qui auront le devoir sacré de sauvegarder leurs forêts et faire intensivement les reboisements. Mais le dernier mot n'est pas encore dit. Aussi, une solution non négligeable, c'est de mener des campagnes d'information et d'éducation, telles que ce que nous faisons aujourd'hui. Une poursuite du réchauffement et des changements affectant toutes les composantes du système climatique. Pour lui, nous avons pris quelques recommandations. Un, à l'État congolais, environnement. Il est recommandé à l'État congolais de prendre en charge les acteurs de l'environnement en leur dotant de moyens conséquents pour vulgariser la population sur les enjeux environnementaux. Faire respecter les lois en vigueur en la matière environnementale par la perception en bonne et due forme des taxes y afférentes. Prendre des dispositions contraignantes en vue de réduire la déforestation. À nous tous ici présents, il nous est recommandé de sensibiliser les autres sur les dangers que court notre planète en vue d'une prise de conscience globale et d'opter un nouveau comportement permettant de réduire leur empreinte écologique. 2. De bien gérer les déchets domestiques, surtout les matières plastiques. Les brûler après utilisation, c'est mieux. 3. De planter les arbres. Ceci est une contribution non négligeable à l'effort mondial. Plantons les arbres. Participons à cette lutte afin de sauver notre planète. J'ai dit et je vous remercie. Vu l'importance du thème que vous venez de nous développer, quelle est la raison de votre choix de ce public, de cette catégorie de public? Pourquoi limiter votre information aux élèves des degrés aussi bien choisis, avoir donné des invitations à une classe de la population, alors que, à bien voir, l'intérêt de ce thème va plus loin, va à une population un peu plus large. J'aimerais vraiment que votre adresse implique même les mamans qui sont restées dans les villages. C'est peut-être mieux si toute la population venait vous écouter. Ils sont bien saisis parce que quelque part on va suivre dans leurs questions. Mais je vous propose... C'est fini parce que les États des États-Unis, c'est parmi les grands pollueurs. Et au niveau de l'atmosphère, mais c'est dit à quoi? C'est dit
aux émissions de gaz à effet de serre, contraint par soit sa population, soit... Quel effort ou quelle communion vous êtes en train d'utiliser, que vous pensez utiliser avec l'autorité locale pour pouvoir à notre niveau lutter contre cette déformation? Il a dit une sensibilisation tout à fait généralisée. Nous allons faire le travail et nous avons déjà commencé à faire le travail. C'est ce que nous faisons d'ailleurs aujourd'hui. Maintenant, pour l'État congolais, j'ai dit aux autorités de prendre en main, tel qu'il y a des permis d'abattage, c'est parmi les actes générateurs dans le domaine de l'environnement. Est-ce que c'est perçu? Vous verrez les gens avec des scies moteurs, tronçonneuses, passer, couper la forêt, alors qu'ils ne sont même pas taxés. Ils font le travail. Ce n'est pas le dioxyde. Dioxyde, c'est 2 oxygènes carbone. Mais l'oxyde, le monoxyde de carbone, poison qui baille. Donc il ne faut pas dormir avec les mbabula, les nkuni munanzo. Moi, déforestation. Alors ici, nous par exemple en Louisiane, parce que nous n'avons plus de forêt. Et c'est ça qui fait la manque de pluie. Maintenant, qu'est-ce qui explique que dans d'autres coins où il n'y a pas de forêt, mais il y a quand même des pluies en abondance? Il y a un dérèglement du climat. Nous sommes en octobre, mais comme nous sommes en décembre. On a fait ci là, le 15 mai, mais comme on a déjà le 15 avril aussi l'année. C'est un dérèglement tout ça. Ça dépasse, comme cette fois-ci ça dépasse. Oui, ça peut aussi dépasser. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le dérèglement du climat? Parfois, il pleut beaucoup dans une région où il ne pleuvait vraiment pas. Et parfois, il ne pleut plus beaucoup